Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Ravi de vous accompagner ici à Terville. J'en profite pour saluer Monsieur le maire. Venez prendre place avec nous quelques instants parce que vous nous accueillez chez vous et on a aussi envie de vous donner quelques instants la parole pour que vous nous souhaitiez la bienvenue. Et c'est encore peut-être l'occasion de nous souhaiter de bons vœux. Alors, on peut l'applaudir bien fort, Monsieur le maire. Merci d'être avec nous ce soir. Je ne vais pas vous refaire le sketch de la semaine dernière. Bon, bienvenue à Terville. Je vois que vous êtes très nombreux, comme à chaque fois qu'on organise quelque chose à Terville d'ailleurs. Donc, je suis ravi, Monsieur le Président, de vous accueillir pour une réunion qui s'annonce très constructive. Eh bien, écoutez, on aura l'occasion de se voir tout à l'heure autour du pot de l'amitié. Sinon, je vous laisse la parole et je vous laisse bosser. Moi, je me mets au fond de la classe, à ma place, tout va bien. Voilà, bonne soirée. Merci, Monsieur le maire. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour votre présence à tout un chacun pour vivre cette aventure où nous allons parler ensemble du TEMO. On remercie l'ensemble de nos partenaires. J'en profite pour saluer toute l'équipe du TEMO que l'on peut aussi applaudir pour leur travail en coulisses. Je salue l'équipe technique également de notre ami Bertrand Zimmer qui est avec nous ce soir. Monsieur le Président, je vais vous laisser la parole pour ouvrir cette soirée. On va parler de TEMO Moselle Nord, de Connectons ensemble notre territoire vers l'avenir. On parlera d'horizon 2040, on parlera également de nécessité de territoire et je vais vous laisser donc introduire cette soirée. Oui, merci Alexandre, monsieur le maire qui nous accueille ce soir et je vous remercie. Mesdames, Messieurs, les élus, alors je vois Arnaud Spett, représentant de la président de la communauté de communes de l'Arc-Mosellan qui est présent, notre président délégué de la Tyrol French Agglomération, Michel Dugotte, je vois beaucoup d'élus, je vois beaucoup de maires qui sont présents, membres du TEMO et ou membres de notre territoire, et je vois même des maires qui ne sont pas membres de notre territoire, mais qui sont présents ce soir. Mesdames, Messieurs, la conseillère régionale que je vois, Stéphanie, Mesdames, Messieurs, les différents partenaires du syndicat TEMO. Mesdames, Messieurs, alors, que dire? Alors déjà, je me permets de dire, c'est notre deuxième soirée des partenaires que nous organisons ce soir. Je tiens encore à en remercier Monsieur le Directeur Général pour l'organisation et je rappelle que le sens de cette cérémonie, c'est surtout de nous faire un peu réfléchir. C'est pas simplement un moment où il y a un discours du président, c'est surtout un temps de réflexion sur ce territoire qui est très particulier. Et d'ailleurs, la preuve en est, je vais être un peu taquin par rapport à certains partenaires dans la salle, puisque nous avons un délégataire, nous avons des représentants d'autres délégataires qui sont présents. Je crois que nous avons 3 possibles délégataires un jour qui sont présents et représentés ce soir dans la salle, ce qui prouve l'importance de notre territoire, mesdames, messieurs les élus. Ça prouve que nous avons un territoire qui a besoin de mobilité, ça c'est une évidence. Nous sommes un territoire dont la mobilité est un arc structurant de notre développement et nous sommes un territoire dont les mobilités sont en pleine restructuration. Alors quand on parle des mobilités, c'est concret, c'est le transport public des gens et ses évolutions, et j'y reviendrai très brièvement. C'est évidemment tous les enjeux, et je vais regarder la région, représentant de la région, que ce soit élus ou fonctionnaires qui sont présents dans la salle, ce sont l'ensemble de ces débats que nous avons autour du SERM, Service Express Régional Métropolitain, autour de l'A31 bis. On était en préfecture tout à l'heure pour parler de l'A31 bis, qui alors n'est pas loin du TEMO, bien au contraire, puisque je rappelle que l'A31 bis a sur son faisceau une voie dédiée au covoiturage d'un côté, mais également une voie dédiée au transport collectif, au transport en commun. Et on voit évidemment que nous avons de très nombreux autres enjeux, les parkings relais, les haltes ferroviaires, les pôles multimodaux, enfin voilà, beaucoup de mots qui aujourd'hui fleurissent dans le paysage du Nord-Moselle. Qui sont structurants autour de nos politiques publiques. Et c'est bien évidemment la place de ce syndicat. Revenons à quelques petits chiffres. Je ne vais pas être extrêmement long ce soir, mais je tiens à donner quelques chiffres, puisque nous sommes à la soirée des partenaires et je tiens à parler à mon public. Alors d'abord, je vais parler aux usagers. Je vois qu'il y a une association d'usagers qui est présente. Je crois que les chiffres sont sans commune mesure sur la confiance. La confiance de l'usager, elle se montre d'abord et avant tout par un indicateur très clair, c'est la présence dans les bus. On se souvient dans nos débats publics que on a trop souvent, nous les élus, considéré qu'il n'y avait pas assez de monde dans nos bus, sur nos lignes. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, des chiffres qui nous ont été donnés par le délégataire, Keolis, le premier chiffre, c'est le nombre de validations.
En 2024, nous avions 3 400 000 validations sur le réseau. En 2025, fin 2025, nous sommes à 3 900 000 validations. La dynamique est là. Et on voit effectivement que nous avons très clairement beaucoup plus de personnes qui commencent, presque 10% de plus, largement plus que 10% de plus, presque 20% de plus de personnes qui utilisent nos lignes d'une année sur l'autre. Ce qui prouve que la dynamique est là, ce qui prouve que le bouche à oreille et les communications que nous faisons ne sont pas vaines d'une certaine manière. Un autre chiffre, un autre indicateur, nous avons mis en place PISAE. Vous vous en souvenez, c'était l'objet quasiment de la dernière, de cette réunion des partenaires, soirée des partenaires l'an dernier. Et ma PISAE, qui nous permet de suivre nos bus de manière interactive pour savoir s'ils viennent ou pas à quai, a commencé avec 99 000 sessions d'enregistrement en janvier 2025. Nous sommes en janvier 2026 à 230 000 sessions d'enregistrement. Nous sommes à une augmentation de 231% du nombre de sessions d'enregistrement sur PISAE. Et surtout, d'ailleurs, on le voit, une vraie augmentation entre décembre 25 et janvier. Nous sommes passés de 141 000 à 230 000 entre décembre 25 et janvier. Ce qui prouve que petit à petit, PISAE rentre dans les mœurs. Et que de saison scolaire à saison scolaire, nous avons petit à petit un usage qui est en train de s'installer dans l'utilisation des moyens que nous pouvons avoir. Alors oui, évidemment, la confiance, elle s'installe de cette manière-là. L'autre sujet, c'est évidemment les communes. Et je parlais des représentants des communes qui sont ici présents. Nous avons un syndicat qui, je crois, est en train d'être un syndicat qui amène une confiance quasiment à l'unanimité et avec très peu de débats. Alors pas très peu de débats, ça peut parfois être négatif d'avoir très peu de débats dans une institution comme la nôtre, mais les débats que nous avons sont traités en amont dans les instances, avec les présidents de PCI, avec évidemment l'ensemble des maires, dans un travail quotidien, et ce qui nous amène à éviter les tensions au conseil syndical. Et je regarde l'ensemble des représentants de ce conseil syndical, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Nous avons un climat apaisé et qui est serein, qui nous permet de travailler ensemble, à tel point que la nouvelle gouvernance, malgré sa composante politique très diverse, a été élue à l'unanimité là en ce début 2026, ce qui est plutôt un signe de confiance. Alors bien évidemment dans un contexte électoral qui fait qu'il ne servait peut-être à rien d'avoir des rapports de force. Mais pour autant, ça aurait pu être une situation compliquée que de repartir à la gouvernance de cette manière-là. Donc, un travail qui est fait. Je crois que nous avons un lien quotidien avec les maires. Je m'en réjouis. C'est une demande que je peux avoir à l'égard des services, c'est de ne jamais oublier les chambres municipales. C'est un travail que j'ai pu faire avec un certain nombre de vice-présidents ou avec le cabinet à l'égard des communes, d'aller faire le tour de toutes ces communes parce que nous avons déjà un territoire qui est extrêmement large et effectivement une spécificité, et je vais utiliser les bons termes, nous avons des territoires qui sont en association, si j'ose dire ça comme ça, en partenariat d'études. Et effectivement qui nous permettent aujourd'hui de penser que nous avons, au-delà de notre périmètre propre, des possibilités d'étudier la mobilité de demain ensemble sur ce périmètre de ce qu'on appelle le Nord-Moselle. On s'appelle TEMO Moselle-Nord, on fait vivre cette logique du Nord-Moselle, cette structuration du territoire du Nord-Moselle. Et là encore, la confiance, je crois, s'est véritablement installée. Je finirai avec, dans les représentants présents autour dans la salle, je finirai effectivement avec les délégataires, avec le délégataire qui est ici présent. Tout le monde sait que nous avons des engagements contractuels qui nous lient, et je me permets de dire que notre relation est une relation efficace, que nous avons une relation qui nous a permis ce beau résultat, parce que sachons toutes et tous ensemble se féliciter du travail politique que nous avons fait, mais surtout sachons reconnaître aussi ce travail de collaboration entre d'un côté les services du syndicat et de l'autre côté les services de notre délégataire qui nous a permis aujourd'hui, avec l'ensemble de son ingénierie, de faire vivre chacun de nos enjeux, chacun de nos projets. Et les enjeux et les projets, vous le savez, c'est la reconstruction de la confiance sur les lignes de transport du quotidien. C'est une espèce de flexibilité permanente pour réadapter les lignes. Cette année, on pourrait parler de FAMEC, où effectivement il y a eu une proposition qui a été faite pour recalibrer l'offre famécoise vers Thionville. Mais le maire de Frontois me parlait tout à l'heure, notre vice-président, de la question fenchoise. Nous avons des discussions ouvertes avec le Pays Val d'Alzette sur la reconnexion
du PO Val d'Alzette vers un transport en ligne directe. Toutes ces choses-là, toute cette ingénierie qui est nécessaire, qui vient d'un travail permanent de structurer avec notre délégataire. Et je me permets, quand on parle du délégataire, je ne peux pas ne pas mentionner aussi dans nos partenaires les chauffeurs, le personnel de Keolis. Pourquoi je le cite? Parce que nous avons vécu aussi une année un peu particulière, puisque nous avons connu une année avec une augmentation extrêmement forte de l'insécurité sur les lignes et qui vont nécessiter un travail collectif des acteurs locaux, des maires, des partenaires de la sécurité. On a eu l'occasion d'avoir une réunion à l'agglomération du Val-de-Fench, où nous avons eu la sous-préfecture représentée avec l'ensemble des services de police pour travailler sur ces sujets de sécurité. Mais effectivement, on ressent qu'il y a une augmentation, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois de 30 ou 40% d'une année sur l'autre, des faits d'incivilité sur les lignes. Peut-être qu'il y a une explication, mais en tout cas qui aujourd'hui nous semble assez notable et nécessite véritablement cette mobilisation collective pour que nous puissions maintenir la confiance. Alors, les perspectives, je ne vais pas aller trop loin, vous savez toutes et tous qu'on est dans une certaine forme, malgré toute réserve, sur les enjeux qui sont les nôtres. Et donc, je vais plutôt, on parlera de sujets concrets tout à l'heure, qui vont émerger sur les lignes, qui sont plutôt de nature marketing et commerciale. Et ça sera bien les prestataires qui nous présenteront un peu ces évolutions, j'allais dire, de la prestation que nous allons offrir aux usagers. La seule perspective que je peux rappeler, et je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure, c'est les grands sujets. C'est les grands sujets, cette grande restructuration de l'offre de mobilité, parce que je le rappelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons et nous sommes un territoire qui avons besoin de mobilité, et nous avons, oui, le bus à haut niveau de service qui est le sujet structurant, avec un principal enjeu, c'est cette mise en œuvre de ce BHNS, qui a tant fait parler, qui a été si compliqué. Nous sommes dans une année où, quelles que soient les gouvernances qui sont à la tête du syndicat, nous avons un appel d'offres qui est en cours, qui a été réalisé pour pouvoir sélectionner des maîtres d'œuvre pour le dépôt. Nous avons des discussions quasiment rue par rue, kilomètre par kilomètre, avec l'ensemble des communes, nos partenaires pour la réalisation et le département de la Moselle pour la réalisation de cet ouvrage. Mais nous avons évidemment d'autres sujets, parce que le syndicat du Thébault, et je finirai là-dessus, ne peut pas s'arrêter au BHNS. Et après le transport public du quotidien et ces investissements lourds qui ont été mis en place, après la planification d'un plan pluriannuel d'investissement sur le BHNS, maintenant, je pense que l'enjeu de ce syndicat, c'est bien de se projeter sur l'après. Quels vont être les enjeux de mobilité qui vont être celui de ce syndicat une fois que le BHNS sera réalisé? Parce que oui, le BHNS, il a une durée sur 3-4 ans, il aura un coût qui sera aux alentours de 100 millions d'euros. Mais qu'est-ce que nous aurons à faire demain et après-demain, surtout, dans le cadre de ces opérations de mobilité? Alors, dans certaines villes, on parle d'un urban loop, dans d'autres, on parle d'une extension du BHNS. Dans d'autres, on parle de P+R, on parle de halte ferroviaire, on parle de pôles multimodaux. Voilà, je pense que ça va être l'un des enjeux que nous avons à construire toutes et tous ensemble, et je veux le dire avec l'ensemble de nos partenaires. Bonne soirée à toutes et tous, et profitez bien de ce moment. Merci beaucoup, Président. Vous pouvez rester aussi à côté de nous, retrouver le public comme vous avez envie, mais peut-être partager avec nous l'expérience et ça vous permettra peut-être de réagir sur certains points. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Nous accueillons avec nous sur la scène Philippe Gerber. Merci de l'applaudir bien fort. Il est géographe avec des intérêts, notamment l'analyse des interactions entre la mobilité résidentielle et la mobilité quotidienne. Vous appuyez également sur différents modèles, on va en parler dans quelques instants. Vous avez une expertise assez férue et pointue dans le domaine des techniques d'enquête sur la méthode quantitative d'analyse de données et vous avez fait pas mal de travaux également pour mieux comprendre le comportement des mobilités. Mais ça, on va en parler avec vous dans quelques minutes. Plusieurs axes. On parlera bien sûr de l'offre de transport au-delà de la technologie, puisque la technologie, comme le disait le président à l'instant, avance. Il faut avancer avec son temps, il faut savoir se projeter. On parlera également et on essaiera de comprendre les usagers pour mieux y répondre à leurs problématiques. Vous avez parlé, président, à l'instant de gouvernance. On en parlera également dans ce sujet et notamment tous les leviers qui accompagnent cette gouvernance et bien sûr toutes les discussions qui entravent également ces projets de Thébault Moselle Nord. Je vais vous laisser, Monsieur Gerber, évoquer ces sujets puisque vous avez une vingtaine de minutes pour partager avec nous ce projet.
Merci beaucoup. Merci pour l'introduction et merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est un petit peu une première pour moi autour de nombre d'élus et de représentants au niveau de la mobilité. Donc effectivement, comme vous l'avez mentionné, je suis chercheur au LIDER au Luxembourg. Donc c'est un institut de recherche publique qui travaille de manière très étroite avec la France, la Belgique et l'Allemagne, donc dans un cadre très transfrontalier, on va dire. D'ailleurs, c'est un petit peu le propos que je vais tenir ce soir à propos d'une mobilité qu'on souhaiterait intégrer, durable, par rapport aux questions d'offres, de demande et de gouvernance. Donc, un plan rapide de la présentation. Après une petite intro, on va évoquer finalement assez classique l'offre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et aller peut-être un petit peu au-delà des questions uniquement technologiques, parce que c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. La question de la demande, puis de gouvernance et enfin une petite conclusion. Donc, au niveau de l'introduction, j'aimerais bien insister sur les aspects liés aux gaz à effet de serre, puisque, comme vous le savez, le changement climatique, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une légende, c'est vraiment quelque chose qui existe. Et en fait, j'aimerais bien axer ces propos sur finalement deux constats qu'on observe vraiment partout dans la littérature, à savoir que dès lors que nous avons d'un côté une urbanisation qui est plutôt dense et mixte, nous aurons finalement, on va observer une baisse des distances de déplacement, et on va aussi également voir favoriser les modes actifs et les transports en commun. Alors, un des meilleurs exemples actuels, on parle souvent de la ville du quart d'heure, notamment par un collègue, Carlos Moreno. De l'autre côté, un deuxième constat, c'est que plus il y a d'étalement urbain, plus nous aurons des questions de dépendance automobile et plus il y aura de gaz à effet de serre qui vont en découler. Donc, dans ce petit schéma, nous avons, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, deux systèmes, un système des transports, un système d'usage du sol, donc ce qu'on appelle le Land Use Transport Interaction, et effectivement, au milieu, nous avons des gaz à effet de serre avec des flux d'activité, des flux de déplacement, etc., qui vont engendrer le changement climatique. Donc ça, c'est des choses vraiment avérées dans la littérature depuis les années 2000 jusqu'à nos jours. Et ça continue, ça continue. Donc au niveau de cette mobilité, de cet usage du sol, et ça va vraiment de pair, et il faut vraiment penser, non plus en silo, mais vraiment penser à la fois mobilité, mais aussi habitat, pour faire simple. On voit que le secteur des transports, vous le voyez en haut à droite, finalement est un des seuls secteurs qui finalement stagne au niveau de ses émissions, avec représentant quand même 34%, donc un bon tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Alors que par rapport aux autres secteurs, nous voyons une diminution parfois drastique, comme par exemple l'industrie manufacturière et la construction qui chute entre 1990 et 2023 de moins 55%. Même si, au bout du compte, on voit que la France, finalement, s'en sort plutôt bien par rapport à l'empreinte carbone en 2022. Donc là, c'est vraiment les derniers chiffres nationaux et internationaux. On s'en sort relativement bien, comparé par exemple à l'Allemagne ou à nos partenaires, à l'Allemagne ou au Luxembourg. Mais ça, on sait aussi que c'est vraiment dû, par exemple, à l'énergie nucléaire. Donc, je passe rapidement. Donc, sur les chiffres, comme je le disais, les habitants des pôles urbains, finalement, émettent 2 fois moins de CO2 par rapport à leur déplacement. Donc, on le voit clairement sur le monde rural en France. C'est grosso modo 80% d'utilisation de la voiture. Et puis, pour les grandes agglomérations, ça va passer à 60-65%, voire pour la région parisienne, on va descendre à 33%. Et je voulais aussi insister sur ces questions de défis technologiques et numériques. Alors, on parle de l'électrification et parfois c'est pas mal décrié. Mais ici, selon les derniers chiffres
par rapport aux émissions de CO2, où on distingue le SUV thermique qui effectivement va, lors de sa fabrication, émettre 13 000 kg de CO2 et rejeter 140 grammes de CO2 par kilomètre, par rapport à une berline électrique qui, elle, oui, effectivement, la production est quand même assez conséquente à 8500, mais en fait, au bout du compte, par rapport à son émission de CO2, aura quand même 10 fois moins, voire 20 fois moins d'émissions de CO2. Alors tout ça pour dire, c'est vraiment un petit peu un message que j'aimerais mentionner, c'est essayer de concilier finalement ces aspects liés entre le système de transport et le système de la mobilité, le système de mobilité résidentielle, l'habitat, les commerces, les activités, tout ça c'est interrelié et c'est vraiment à prendre en considération avec les questions de conciliation liées à la fois au phénomène d'acceptabilité sociale, au phénomène de gouvernance, etc. J'y reviendrai lors des prochaines slides. On va parler, Philippe Gerber, également des différentes solutions que vous allez nous apporter dans ce concept. On sait qu'aujourd'hui, on a besoin des smartphones, on a besoin de cette nouvelle technologie, et vous allez nous en parler dès maintenant. Exactement. Donc, effectivement, on ne peut plus... maintenant, de nos jours, des smartphones, c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de trouver son chemin à travers les smartphones, donc d'avoir des services d'autopartage, de voiturage, etc. Donc il y a énormément de services qui se développent depuis une dizaine d'années par rapport à ça. Donc on parle beaucoup de Smart City, de Twin City, etc. Donc effectivement, les solutions technologiques apportent vraiment une plus-value par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et à leur réduction. On peut effectivement améliorer les choses à ce niveau-là. Mais pour nous, finalement, on pense que ça ne suffira pas. Et il y a diverses projections qui le mentionnent. Et après, ce sont à ce moment-là plutôt des choix politiques qui vont devoir se mettre en place au fur et à mesure. Ici, j'ai un petit exemple par rapport à une photo représentant 40 personnes et l'emprise au sol de 40 personnes par rapport à 40 voitures. Vous avez ensuite 40 personnes dans un bus qui prennent beaucoup moins de place. Et puis, vous voyez que dès lors qu'on se promène à vélo, eh ben, ça prend encore moins de place. Donc, on peut améliorer ce qu'on appelle le trafic induit en fonction des, on va dire, choix politiques, des choix décisionnels via les modes de transport qu'on va pouvoir ou pas privilégier selon les disponibilités, selon les aspirations, selon énormément de conditions, évidemment, mais qu'on va aborder au fur et à mesure. Vous allez nous parler d'exemples, l'exemple de Paris, par exemple, qui peut refléter ces différentes situation avec une baisse du trafic automobile, mais une hausse du trafic à base de vélo. À base de vélo, effectivement, on voit que depuis une dizaine d'années, il y a une énorme progression de l'utilisation du vélo en Île-de-France et notamment en région parisienne, en intramuros. Entre 2002 et 2023, on voit qu'il y a une baisse du trafic automobile de 60%, ce qui est quand même énorme. Entre 2020 et 2024, une hausse de 34% de la fréquentation des vélos. Et encore un dernier chiffre, on voit que selon l'INSEE, en 2023, 8,7% des Franciliens vont utiliser le vélo contre 9,5% la voiture. Donc on voit que le vélo devient compétitif par rapport à la voiture, ce qui, il y a 20 ans, était impensable. De même, un autre exemple qui me tient à cœur, puisque je suis originaire de Strasbourg, donc une ville frontalière, où là, c'est aussi un petit peu une exception française, et les travaux avaient débuté depuis les années 90 à Strasbourg, avec vraiment, et là également, une politique volontariste pour privilégier les vélos, où on voit que 17% des déplacements domicile-travail à Strasbourg se font à vélo, alors que la moyenne nationale en France est plutôt 2-3%. Donc on est quand même sur une sacrée différence.
Et c'est 7,5% de la part modale globale, c'est-à-dire tout type tout type de déplacement confondu. Là encore, on est en tête à Strasbourg. Et donc, on voit que la pratique depuis les années 2000 a doublé à Strasbourg, avec évidemment une offre de voirie vraiment énorme par rapport à plus de 600 km de pistes cyclables. On évoquera également le Luxembourg avec des évolutions également des modes de déplacement entre 2011 et 2021. Oui, effectivement, le recensement de la population qu'on a étudié durant les 2 dernières années nous montre une évolution plutôt, voilà, agréable à entendre, on va dire, parce que effectivement, la part modale des déplacements domicile-travail en voiture a baissé, comme vous le voyez, la part a baissé de 72% en 2011 pour passer à 69% en 2021. Les modes actifs, donc la marche et le vélo, est passé de 8 à 13%, alors que les transports en commun ont plutôt tendance à stagner. Alors ici, vous voyez à gauche une carte d'isochrone d'accessibilité en voiture. Plus c'est clair, plus on aura de facilité à rejoindre l'agglomération centre Luxembourg. Et vous avez une carte au milieu figurant l'accessibilité en transport en commun. Alors, plus c'est clair, voilà, meilleur c'est pour rejoindre Luxembourg. Mais on voit que c'est moins clair, on va dire, que celle de gauche. Mais malgré tout, ça reste quand même une relativement bonne accessibilité pour Luxembourg. Et on voit sur la carte de droite, plus c'est vert, plus il y a eu une baisse de l'utilisation de la voiture. Donc avec les trams, avec le fait que, oui, aussi, comme vous le savez, les TC sont devenus gratuits depuis 2020. Donc on a une réelle amélioration, jusqu'à 7 à 8% d'amélioration de baisse de l'utilisation de la voiture au niveau de l'agglomération du Luxembourg, de Luxembourgville. Donc c'est vraiment une grosse différence. Dans votre analyse, vous êtes également projeté à l'horizon 2040. Comment allons vivre également ce projet? Et vous en avez fait tout un travail. Et je vous laisse nous évoquer un peu ces faits. Effectivement, alors, et on parlera encore de ce projet M-Must plus tard, qui permet, suite à un modèle de trafic, de pouvoir faire des scénarios de développement et d'analyse, de simulation de différentes offres d'infrastructures. Ici, en partant sur les coûts partis de 2040, tels qu'ils sont planifiés pour les usagers, pour les offres de transport en commun, on voit qu'il y a une légère amélioration, où on passe de la voiture à 75% à 74%, avec un gain de transport en commun passant de 11 à 12% sur tout le territoire MUST, c'est-à-dire la province du Luxembourg belge, le Luxembourg et la Lorraine Nord. Mais dès lors qu'on s'occupe on va dire, des chiffres concernant finalement, essentiellement, le sillon mosellan entre Luxembourg et on va dire jusqu'à Metz, là, par contre, on voit qu'on gagne jusqu'à 7 points de pourcentage par rapport à l'utilisation des transports en commun. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dès lors qu'on offre des possibilités, des alternatives à la voiture, on voit vraiment un report modal tel qu'il est simulé sur la plateforme West. On va s'intéresser à l'usager, à l'actif résident, au frontalier. Ce sont vraiment deux mondes qui s'entremêlent, deux mobilités différentes. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet entre nos amis luxembourgeois, belges et français. Comment appréhender ce phénomène? On a essayé effectivement de faire des comparatifs par rapport à... parce que si on veut saisir correctement l'offre, il nous faut aussi comprendre très bien la demande. On a essayé de faire avec plusieurs jeux de données nos analyses. On avait procédé, alors une des dernières, on va en montrer une ou l'autre. Oui, je vous bombarde un petit peu de chiffres, je suis désolé. Mais disons que voilà, une des dernières analyses qu'on a eues, ça remonte à 2021. C'est toujours dans le cadre du projet MUST, où on avait mis en place une enquête de préférence, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de préférence révélée et de préférence déclarée. Les préférences déclarées permettant de faire des simulations de changement de comportement par rapport à certaines hypothèses,
comme création de nouveaux services, réalisation de nouvelles infrastructures, etc. Et dans ce cadre-là, on a observé par rapport aux préférences révélées, c'est-à-dire comment les gens se comportent actuellement. Donc là, on est en 2021 par rapport à des frontaliers et des non-frontaliers, les frontaliers au-dessus, les non-frontaliers en dessous, où on voit les différences. Donc là, c'est sur Belgique, Luxembourg et France. Finalement, c'est ce qu'on appelle, en fonction du temps d'occupation, tout le monde dispose de 24 heures par jour. Et on sait que les frontaliers disposent finalement d'un temps de déplacement qui est relativement long. On aura les détails par après. Finalement, par rapport au temps passé et vis-à-vis du nombre d'activités, les frontaliers vont passer moins de temps sur d'autres activités que celles professionnelles par rapport aux non-frontaliers. Là, vous voyez la différence par rapport travailler sur un lieu d'emploi habituel à 85% pour les frontaliers, il descend à 44% pour les non-frontaliers, donc qui vivent essentiellement en Belgique et en France. Ensuite, là, vous voyez les temps de déplacement par rapport à ces frontaliers ou non frontaliers, où clairement sur votre gauche, vous avez des petits temps de déplacement jusqu'à peu près 40 minutes. Et ensuite, vous voyez les frontaliers en bleu qui commencent voilà, leur temps de déplacement de environ 20 à 105, 110, 120 minutes par jour, donc 2 heures, 2 heures et demie par jour de déplacement. Donc il y a vraiment de grosses différences entre les déplacements des frontaliers et des non-frontaliers. Donc là, on le saisit clairement. La dernière enquête en date, qui n'est pas liée à Must du tout, c'est lié c'est une enquête qui est faite à l'université Toulouse. Ça s'appelle l'enquête Quality of Work. Et ils en tirent un index et on voit que les frontaliers français connaissent 9,6 heures de trajet domicile-travail hebdomadaire, comparé à 5,5 heures pour les résidents luxembourgeois. Donc vous voyez quand même la grosse différence. Et bien entendu, ceci a un impact sur la qualité de vie et le bien-être au travail de la part des frontaliers par rapport aux résidents qui ont un index qui est bien inférieur aux résidents luxembourgeois. Ensuite, il y avait encore cette question de partage modal qui me semblait important. Alors, selon les sources, comme je le dis, ça peut varier. Là, sur votre gauche, vous avez le partage modal issu de 2021, donc par rapport à l'enquête que nous avions faite dans le cadre de Must, où on voit que grosso modo l'utilisation de la voiture pour les frontaliers est inférieure à celle de l'utilisation de la voiture pour les non-frontaliers. Donc ils ont plutôt tendance à privilégier les transports en commun. Ceci s'explique aussi par le fait des distances de déplacement. Plus on est éloigné de son lieu de travail, plus on aura tendance à prendre le bus ou le train. Ceci dit, il y a une dernière, c'est tout neuf, d'un collègue de Tayuma qui travaille avec nous au LISER, dans un projet de recherche où il a fait une enquête qui a été soutenue par notre ministère de la mobilité et des travaux publics au Luxembourg, avec 6700 individus quand même interrogés. Alors c'est une enquête sur les véhicules autonomes, j'en ai pas parlé avant, mais c'est aussi des aspects sur lesquels on travaille, et on voit que par rapport à ces individus, on voit la différence d'utilisation, on voit que finalement, au niveau de l'utilisation des domiciles-travail, la voiture reste quand même relativement prédominante, même si on estime qu'il y a une surreprésentation, un biais des autosolistes, dans le sens où, comme ça portait sur les véhicules autonomes, ce sont plutôt ceux qui utilisent la voiture qui ont répondu au questionnaire. C'est pour ça qu'il y a un léger biais de sélection, du moins c'est ce qu'on estime. Ceci étant, ça rejoint quand même un petit peu les chiffres que nous avons, dans le sens où on voit une évolution par rapport à l'utilisation de la voiture. Là, vous avez notamment en rouge la 88% d'utilisation de la voiture pour la France et 92% pour l'Allemagne et 91% pour la Belgique. Donc ça reste encore relativement conséquent par rapport au partage modal. Il nous reste
allez, 8 minutes encore pour conclure, mais on n'a pas parlé des voitures de fonction, voitures de service entre nos amis frontaliers et nos amis non frontaliers. Est-ce qu'il y a une grosse différence d'utilisation de la voiture de fonction? Effectivement, on remarque que ça, c'est comme ils appellent ça au niveau des employeurs, un avantage par rapport aux employés. Effectivement, les voitures de société est quelque chose qui est largement dominant par rapport aux frontaliers. On voit que grosso modo, toujours en 2021, 28% des ménages frontaliers disposaient d'une voiture de service ou de fonction. Comparativement finalement à 8% pour les autres, les non-frontaliers. Donc il y a vraiment un écart assez conséquent vis-à-vis de ces deux populations, effectivement. Un autre aspect où on s'est intéressé au niveau qualitatif par rapport au fait de pourquoi on utilise la voiture ou pourquoi on n'utilise pas les transports en commun. Et là, on voit finalement que les questions d'offres sont importantes. Puisque voilà, le trajet par rapport à une alternative reste toujours trop long, donc comparativement à la voiture, malgré les bouchons en voiture. On estime encore plus de la moitié des frontaliers que ça reste trop long, que les horaires de bus parfois ne sont pas adaptés, que l'offre est insuffisante. Il y a aussi le fait ce qu'on appelle des chaînes de déplacement, c'est-à-dire que on utilise aussi la voiture parce qu'on va déposer les enfants, parce qu'on va faire des courses, parce que, etc., etc. Mais c'est aussi parce qu'on a une voiture qu'on va faire ce type de déplacement. Ça peut être un loop, comme on dit, c'est une causalité inversée. Ce n'est pas parce que forcément on a forcément toutes ces activités à faire. Parfois, il suffit de changer un petit peu son programme d'activité pour éviter de prendre la voiture. Donc voilà, vous avez des personnes qui pensent que voilà, les transports en commun ne sont pas faits pour eux. Vous avez des personnes vraiment réfractaires aux transports en commun par rapport à la voiture. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Le green blaming, etc. J'en ai pas parlé. La pétro-masculinité, on appelle ça aussi, le fait que voilà, il y a des gens qui aiment bien leur voiture et voilà, chacun ce qu'il veut. Donc, toujours par rapport à Must, on a fait une simulation, justement, et ça rejoint un petit peu les questions d'offre et de demande. Dès lors que, dans un monde idéal, où les temps de trajet pour les transports en commun baisseraient de 10%, où la desserte aurait lieu toutes les 5 minutes sur toutes les liaisons, vraiment top, quoi, hein, comme condition, on est d'accord. Et puis avec des trajets directs sur toutes les liaisons, donc c'est vraiment, on est au taquet au niveau de l'offre là, des TC. Eh bien, entre le fait de partir à 69% pour l'autosolisme et 16% pour le covoiturage, on arriverait à faire baisser de 69% à 57% l'utilisation de la voiture. Donc quand même énormément de différences, donc 12 points de pourcentage au moins, et de même que pour le covoiturage, avec une augmentation, on double quasiment, même on fait plus que doubler l'utilisation des transports en commun. Donc c'est un petit peu ce que je disais au départ, dès lors qu'il y a une offre alternative, si elle est bonne, elle peut remplacer éventuellement la voiture. Puis je vous propose maintenant de nous tourner vers la gouvernance et les leviers d'intégration pour la suite de ce projet. Donc, comme je le disais au départ, là où je voulais un petit peu insister, c'est que on est, vous l'avez dit avant, on est vraiment face à une certaine dynamique transfrontalière notamment. On voit que les frontaliers, leur nombre augmente toujours, même s'il y a une petite accalmie, on va dire, depuis quelques années. Mais non, et sans doute dû aussi au fait des problèmes de transport. Mais ce sur quoi on aime insister, c'est sur ces questions d'intégration thématique et scientifique entre habitat, population, emploi, mobilité, par rapport aux défis climatiques, ça me semble vraiment important. La question aussi de la participation citoyenne, parce qu'on pense que plus les citoyens participent au débat, plus ils se sentent aussi intégrés à ces changements, parce qu'il faut aussi accepter les changements, et ils ne sont pas toujours faciles,
surtout les changements de comportement. Et tout ça, dans un monde idéal, ça serait aussi avec vous, avec la coordination des acteurs, des décideurs publics, des politiques, des ingénieurs, des techniciens, etc. C'est pas qu'on se mette tous ensemble autour d'une table, mais qu'au fur et à mesure, déjà, on apprend à se connaître et à voir si effectivement il est possible de partager certains aspects afin de, on va dire, poursuivre le cheminement vers plus de transparence et plus de, on va dire, de solutions qui conviennent à tout le monde par rapport à la mobilité. Dans votre étude, vous avez pu parler également et faire un comparatif par rapport au Grand Genève. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion sur ce process? Justement, on a effectivement mis en place depuis 2018 cette plateforme Must. Donc, on est en cours d'évolution. Mais avant que je parle de l'évolution, c'est vrai que ce projet Must, ce projet Interreg, donc qui couvrait le Nord Lorrain, la province du Luxembourg et le Luxembourg, concernait déjà 605 communes, donc 10 000 km². Vous voyez que par rapport au Grand Genève, qui finalement est grand, mais pas si grand que ça, par rapport au territoire Must que nous avions délimité ensemble avec tous les partenaires. On est en train de travailler maintenant sur Must Plus, un nouveau projet Interreg, et là avec un territoire encore plus grand, puisque déjà on intègre toute la Sarre et une partie de la Rhénanie. On a en plus 2,2 millions d'habitants supplémentaires. On passe à 920 communes au lieu de 600 et on a 11 900 km² supplémentaires. C'est un vrai défi d'intégration. On appréhende un petit peu. Hein, ça a démarré l'année dernière, ça a démarré en mai, donc c'est tout récent. Donc c'est un projet européen cofinancé par Interreg. Donc on est relativement nombreux, comme vous pouvez le voir. Donc il y a la GAP, l'agence d'Urba de Lorraine-Nord, il y a le CEREMA, il y a le ministère de la Mobilité et des Travaux Publics, le LISER, la Rhénanie, la Sarre, etc., etc. Donc il y a beaucoup de partenaires. Il y en avait déjà beaucoup dans le premier projet. Donc les Allemands se sont, on va dire, ils étaient déjà participants lors du premier projet Interreg Must. Là maintenant, ils intègrent directement le projet Must Plus avec, on va dire, des aspects thématiques supplémentaires que l'on va développer durant les prochaines années. Et ces avancées nous ont déjà permis de développer, parce que vous évoquez la question des données, qui est quand même fondamentale, notamment par rapport aux questions de modélisation et de simulation. Dès lors qu'on s'intéresse à la demande, eh bien, il nous faut beaucoup d'enquêtes, il nous faut beaucoup de données, des données de comptage. Vous parliez tout à l'heure, oui, des montées, descentes, tout ce qui permet un petit peu de mieux contrôler comment ça se passe au niveau de l'offre et de la demande. Et là, nous arrivons au fait que finalement, hélas, je n'ai pas encore les chiffres, mais nous avons donc, sans doute que vous le savez, il y a eu l'UMC2 Lorraine-Nord qui a eu lieu en 2024-25, et nous avons fait exactement la même enquête du côté du Luxembourg et du côté des frontaliers en Belgique et en Allemagne, et où on couvre tout le périmètre Must Plus avec exactement la même enquête, ce qui nous permet d'harmoniser les données et ce qui nous permet d'avoir des chiffres comparables entre les versants et qui ne pourront plus être vraiment contestés par rapport au partage modal qu'on va obtenir, etc. D'ailleurs, on y voit une grosse différence entre le Lorraine-Nord et le Luxembourg. Donc là, on verra effectivement pas mal de différences. On espère qu'on aura les chiffres d'ici peu. Là, on va communiquer déjà des chiffres, des aspects que je vous ai montrés pour Must, donc sur le périmètre un petit peu juste francophone, on va dire, donc province du Luxembourg, Luxembourg et Lorraine-Nord, sur les aspects de simulation 2040 que nous avons effectués. Mais cette enquête, donc de Luxmobile et de Lorraine EMC Carré Lorraine Nord, là on couvre plus de 20 000 personnes, ce qui est vraiment un chiffre
considérable par rapport à une enquête de mobilité dont vous aurez les chiffres. Normalement, ça devrait être d'ici 2 à 3 mois, donc ça ne va pas tarder. On va parler des améliorations, des nouveautés également de ce modèle. On va parler de télétravail, des nouveaux comportements également de la mobilité. Oui, comme vous le savez tous, les comportements changent, notamment depuis le Covid. Le télétravail, notamment, est un vaste sujet, surtout au niveau transfrontalier. Ce sont des aspects qu'on aborde à travers différents projets. Alors que ce soit Must+, ça c'en est un. Les aspects liés au télétravail, peuvent avoir ce qu'on appelle des effets rebonds. C'est-à-dire que, en fait, vous n'allez peut-être pas vous déplacer 1 ou 2 jours par semaine, mais vous allez vous déplacer davantage au niveau local, autour de votre lieu de résidence, ou bien vous allez pouvoir ou vouloir déménager plus loin de votre lieu de travail, parce que finalement, vous n'avez plus besoin d'y aller aussi souvent que précédemment. Donc, ce sont des scénarios qu'on va tester dans Must+, et puis dans l'un ou l'autre autre projet européen. On va également prendre en considération, et c'est là où je parlais d'intégration thématique, non plus seulement de mobilité quotidienne, mais également de mobilité résidentielle, c'est-à-dire on va tenir compte des effets, on va endogénéiser l'habitat, en ce sens qu'on va essayer de déterminer à travers une nouvelle enquête les choix résidentiels des personnes, de sorte à voir s'il y a des comportements qui peuvent différencier entre le fait de vouloir habiter plus ou moins loin, plus ou moins à la campagne, plus ou moins en ville, etc. Donc ça, ce sont des aspects qui vont être directement intégrés dans le modèle MS+. Il y aura aussi un nouveau module de population, ce qu'on appelle les populations synthétiques, pour essayer de simuler ces aspects à l'échelle micro. On aura vraiment une population synthétique qu'on va projeter jusqu'à l'horizon 2050, sur tout le périmètre que je vous ai montré tout à l'heure, donc en Allemagne, Belgique, France et Luxembourg. Et de même, donc ces questions de nouveaux comportements, on va voir si on va évoquer aussi les questions de parking relais, de nouvelles dessertes, etc., etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est en cours. On parlera également de cet outil qui est Must, le véritable outil de simulation en fonction de plusieurs typologies. Exactement. Là, d'ores et déjà, nous avons cette plateforme Must qui fonctionne. Et là, j'en appelle à vous, parce que c'est vraiment un outil qui marche dans le sens où il est possible de simuler de nouvelles infrastructures. Donc, si par exemple on évoquait le BHNS, il est tout à fait possible à travers cet outil de disposer à horizon 2040 d'évolutions liées à l'offre par rapport à la demande. Donc ça, c'est un aspect qui est tout à fait possible de faire d'ores et déjà. C'est aussi l'analyse des saturations des flux. Des flux, donc tout ce qui est rupture de charge, tout ce qui est changement modal, etc. Donc tout ça, c'est des choses que l'on peut déjà faire, que ce soit via le CEREMA, que ce soit via le LISER, que ce soit via le ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Donc on est les acteurs principaux de cette plateforme Must, où il est possible de faire ce genre de simulation. Et l'une des analyses aussi qui est importante, c'est le temps de parcours, hein, l'utilisation également des P+R qui nous permettent également de pouvoir nous projeter en temps réel sur les temps de parcours des uns et des autres. C'est déjà des aspects qu'on avait utilisés dans le SMOT, dans le PNM, etc. Donc c'est vrai que c'est déjà en mode fonctionnement. Donc on est assez fiers de pouvoir utiliser cet outil. Philippe, nous allons conclure ensemble sur cette volonté ambitieuse d'intégration à travers différentes thématiques, dont 3 thématiques qui vous tenaient à cœur. Oui, donc j'insistais sur le fait que pour faire ce genre, pour monter ce type d'outil, il nous faut des données, il nous faut un partage de connaissances avec les mêmes chiffres, avec les mêmes données. On arrive à mieux concilier du coup tous les acteurs autour de la table. Il faut un petit peu sortir d'une vision silo, c'est-à-dire que l'habitat va de pair avec la mobilité et la mobilité va de pair avec l'habitat. Et il faut essayer justement, à travers notre modèle, au départ nous étions partis sur les questions
essentiellement en transport dans Must. Et maintenant, Must Plus a pour ambition de gérer ces questions d'habitat avec la localisation et la relocalisation des ménages et des individus, mais aussi avec les parties prenantes et les citoyens. Et là, je ferai appel plus tard, dans le cadre de Must Plus, à toutes les parties prenantes pour essayer de co-construire des scénarios de développement urbain qu'on va vous proposer et qu'on va essayer de diffuser ensemble à travers tous les partenaires transfrontaliers, donc luxembourgeois, belges, allemands, français, afin de voir si au niveau habitat, activité et mobilité, nous arriverions à travers l'un ou l'autre scénario à, on va dire, émettre moins de gaz à effet de serre par rapport à ce fameux changement climatique qui nous attend. Donc clairement, on est sur une vision 360 plutôt. Plutôt 360, effectivement, mais avec tous les partenaires Bien sûr. qui veulent bien nous rejoindre. Merci Philippe d'avoir été avec nous ce soir. On peut l'applaudir bien fort. Merci pour ce travail, cette analyse. Je rappelle ce métier de géographe avec cet intérêt de l'analyse des interactions entre la mobilité résidentielle et les mobilités quotidiennes. Et on a pu voir votre approche et votre perspective à 2040, une vision vraiment 360 comme on le disait, avec l'ensemble des partenaires. Merci encore. On va passer à notre deuxième sujet, deuxième invité également. Je vous propose d'accueillir avec nous Cuba Pay qui va venir nous rejoindre ainsi que l'Instant Système. Nous rejoindrons et j'en profite pour les saluer dans quelques instants, c'est Emmanuel Grenaud. On a également avec nous Arnaud Delcroix, Hicham Adichou, les commerciaux. Et j'accueille avec nous Laurent Courget qui va prendre place avec nous sur cette scène. Je salue également Alexandre Chassin, très bon choix de prénom, de l'Instant Système. Et vous allez participer également avec nous à cet échange. Cuba Pay, on va commencer tout d'abord par la présentation de Cuba avec cet éditeur de solutions traditionnelles et digitales, un centre opérationnel également basé du côté de Besançon avec plus de 200 collaborateurs qui accompagnent ce dispositif. Et pour l'instant, c'est plus de 70 clients qui sont ancrés dans ce territoire et dans ce dispositif. Monsieur le Président, je vais vous laisser également peut-être nous présenter cette société et nous donner quelques informations. Alors, avant de présenter la société et peut-être rappeler presque la commande que nous avions fait à Cuba et à Instant System, parce que ce sont deux entreprises qui travaillent aujourd'hui pour le TMO dans une interface commune. Je tiens à rappeler que l'objectif, on parlait tout à l'heure de confiance et de lisibilité de notre offre et de notre réseau. La demande peut paraître simple mais complexe techniquement, et c'est ce qu'ils vont nous présenter. C'est qu'effectivement, nous avons besoin sur ce territoire, mais comme tous les territoires, d'avoir une interface unique dédiée à nos usagers. On a l'habitude, et je crois que c'était Keolis sur le Kéoloscopie qui nous avait rappelé une chose, c'est qu'on a l'habitude, nous les élus, de surestimer notre population dans sa capacité à utiliser des systèmes très complexes. Et parfois nous-mêmes, je le dis de manière très humble, c'est-à-dire que parfois quand on nous présente des systèmes sur le papier dans nos bureaux, on a l'impression que tout est très facile et que ça tiendra. Et quand on est dans la réalité quotidienne en tant qu'usager, en fait ça tient pas du tout. Et on se perd parfois dans la technique et donc au final il y a un effet discriminant par rapport à notre population sur la capacité à utiliser le système, notamment dans le monde des transports. Et donc effectivement le but était d'avoir quelque chose de très simple, c'est-à-dire une application unique, une interface commune unique qui relie le valideur mais également un système qui nous permet d'avoir les abonnements qui sont gérés par cette interface unique, qui nous permet d'avoir un ticket sur cette interface unique et qui nous permet effectivement, par cette simple interface, de manière très simple, par un smartphone autant que par aussi le système d'open payment, et ben d'avoir quelque chose de très facile d'utilisation pour l'usager lambda, avec évidemment aussi un côté, j'allais dire, d'intégration commune de l'ensemble des populations. Et on sait qu'effectivement, aujourd'hui, notre système, qui peut être encore très complexe, peut avoir pour problème de faire en sorte que certains jeunes ne viennent pas sur ce réseau parce qu'ils n'ont pas la carte et qu'ils n'ont pas envie d'avoir le surplus, d'avoir un ticket qui est plus cher. Enfin voilà, il peut y avoir des effets et des biais, ou alors vous préférez ne pas payer tout simplement et rentrer dans le bus parce que c'est plus compliqué que de sortir l'Apple Pay et que de payer effectivement sur une interface qui est simple d'utilisation. Donc, une idée qui était en fait qu'on soit très simple, mais effectivement maintenant on va arriver sur l'ingénierie qui est complexe parce que ça fait déjà combien de mois qu'on en parle ?
Ouais, ça fait quelques mois, 6 mois. Ça fait 6-8 mois que les services du TEMO, peut-être même un peu plus, Ça fait plus de 8 mois, je dirais, effectivement. 6-8 mois que la commande est passée et qu'on va arriver normalement, mais je vous laisserai parler de date, sur, en tout cas, j'ose dire, une rentrée scolaire qui est, j'allais dire, beaucoup plus moderne et accessible. On va parler également de ce dispositif. Et vous le disiez à l'instant, Président, on est dans un dispositif dans l'air du temps et on va le découvrir plutôt précurseur parce que je crois que de grandes villes autour de nous n'ont pas forcément encore ce dispositif et ce système. Pourraient peut-être même nous l'envier et on en sera peut-être de bons exemples. Et on va le découvrir donc avec nous dans quelques instants. On va commencer par Cubapay. Je me suis permis de faire une petite introduction en présentant quelques chiffres et un dispositif. Je le trouve intéressant puisqu'il est à la fois local, puisqu'on est Besançon, finalement on n'est qu'à 350 km, voire 400 km, donc on est presque voisins, bisontins hein, finalement. Mais à la fois c'est un système que vous connaissez, que vous maîtrisez, et donc au service de notre territoire. Effectivement, bon, avant tout, merci pour l'invitation, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général du TEMO. Également, j'en profite pour remercier le délégataire avec qui on a un partenariat autour de ce projet, de la construction de ce projet. Donc effectivement, on est basé à Besançon, on est éditeur de solutions bioéthiques traditionnelles et digitales. Ça fait plus de 30 ans dorénavant qu'on réalise ce type de projet. Et donc on a pour ambition, et c'est ce que l'on va mettre en service d'ici effectivement le mois de juin, un système bioéthique de nouvelle génération en s'appuyant sur l'existant, qui a d'ores et déjà, il est vrai, été déployé sur d'autres réseaux. Donc on a l'avantage d'avoir plutôt d'être confiant sur la bonne réalisation de ce projet. Et puis, il faut le rappeler, tout en capitalisant, je rejoins notre intervenant précédent, tout en capitalisant sur de l'investissement existant, sur du matériel existant, avec donc une vertu écologique dans le cadre de ce projet. On se refait une petite présentation rapide de Cuba. Allez, je vous laisse nous parler rapidement de cette belle entreprise. Ok, merci. Donc effectivement, Cuba, j'ai pas la petite... La petite zapette, voilà, sur la table. Donc en quelques slides, hein, une présentation de l'entreprise Cuba, le projet, quelques retours d'expérience, et puis une phase de démo avec quelques équipements qu'on a ici pour illustrer de façon très concrète ce que l'on est en train de mettre en œuvre. Alors, pour commencer, donc Cuba, effectivement, comme je l'ai dit, on est une entreprise basée à Besançon, on est plus de 200 personnes, on est presque voisins, la région voisine. On a aujourd'hui plus de 70 clients sur le territoire français. On est attaché ce soir au territoire français, on est une entreprise internationale en plein développement, en Europe, également aux États-Unis. On a aujourd'hui la chance d'équiper nos territoires. On est une entreprise qui équipe des territoires avant tout, sur l'ensemble de la France, notamment les région Grand Est, évidemment, qui est un partenaire depuis maintenant de longue date, également région Bretagne, Nouvelle-Aquitaine Mobilité, des projets d'envergure. Et puis, on équipe également des réseaux de taille plus modeste, un peu partout sur le territoire. Je pense notamment au réseau de Royan, par exemple, au réseau de Quimper, qui a également fait le choix d'une solution de nouvelle génération. Il y a maintenant mis en service il y a quelques mois. Donc, on a, côté Cuba, pour ambition donc, de moderniser votre solution bioéthique. Donc, l'idée, c'est de s'adresser bien entendu aux usagers et de faciliter l'accès au transport. C'est la première cible, faciliter l'accès au transport public pour tous les usagers et également faciliter la vie de l'exploitant en y mettant à disposition un outil plus moderne, plus robuste, plus sécurisé, voilà, avec des thématiques que l'on retrouve aujourd'hui et d'enjeux nationaux presque autour de la sécurité, notamment cybersécurité. Et dans l'air du temps, puisque ce sont des outils qu'utilisent aujourd'hui alors tout type de public, les jeunes, les moins jeunes, et c'est vraiment l'outil qui est aujourd'hui en 2025-26, voire plus, à la tête de cette technologie. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on a un vrai enjeu, c'est de réconcilier le transport public pour l'ensemble des populations et de créer un parcours usager sans couture entre les territoires, que l'on soit un utilisateur traditionnel avec un achat à bord, j'ai envie de dire, ou un utilisateur digital avec une carte bancaire, un smartphone, comme Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure. Souvent vu d'ailleurs assez ringardisé à l'époque, voilà, le ticket, le fonctionnement, enfin, pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'air du temps, nouvelle technologie, quoi. Effectivement, on facilite l'accès au transport, on lui donne un côté plus moderne avec des équipements nouvelle génération, avec des possibilités d'achat en ligne, en partenariat avec Instant System, évidemment, les applications mobiles.
Et puis également avec la validation par carte bancaire qui sera la principale innovation du projet que l'on porte ensemble avec le TEMO, à savoir un usager qui n'a pas acheté de titre, il n'a pas besoin d'acheter un titre préalable ou de réserver quoi que ce soit. Il viendra présenter directement sa carte bancaire sur le valideur et dès lors, il est en règle. Donc ça, c'est quelque chose de totalement novateur qui n'est pas présent, il est vrai, sur certaines grandes agglomérations en France. On utilise tous, plus ou moins tout le monde, en tout cas les transports par exemple à Paris. À Paris, il n'y a pas aujourd'hui la validation par carte bancaire sur l'ensemble du réseau. Et donc on développe cela effectivement sur les territoires en France avec succès, une réadhésion des usagers. Dès la première année, on a une transformation générale de l'ordre entre 20 et 30% selon les réseaux, et on monte à 40-45% d'usage de l'open payment. La carte bancaire, c'est un point fort de la transformation. C'est ce qu'on a voulu représenter au niveau des slides sur la partie centrale. On va avoir à la fois la solution Open Payment et également la validation par smartphone qui sera délivrée par mon collègue d'Instant System, une application mobile de nouvelle génération qui permettra aux usagers également d'être en règle avec l'application mobile. Clairement, Président, est-ce que ce type de système pourrait nous faire baisser l'insécurité dont vous avez évoqué en préambule de votre discours? Alors, deux sujets. Et je tenais aussi à préciser que ce n'est pas parce que l'on met la possibilité de payer par carte bleue que l'on oublie les usagers qui, effectivement, avant qu'on s'inquiète, parce qu'il y a toujours, à chaque fois qu'on parle de technologie, les gens inquiets pour ceux qui ne maîtrisent pas la technologie. Oui, il sera toujours possible de pouvoir prendre son ticket à bord. Mais l'objectif, c'est évidemment de gagner en certitude horaire, et pour gagner en certitude horaire, d'alléger le nombre de personnes qui achètent son ticket à bord auprès du chauffeur. Et pour ça, effectivement, la capacité par ce système d'aller très vite dans l'obtention de son ticket et de son titre de transport. Le deuxième sujet, effectivement, sur la sécurité à bord, en tout cas, ça ne donnera aucune légitimité à quelqu'un de ne pas avoir son ticket à bord. Puisque tous les moyens modernes seront présents, on ne pourra pas avoir la justification « Ah ben non, j'ai pas ma carte, ah ben non, j'ai pas de monnaie, ah ben non, je n'ai pas de moyen de paiement ». Je pense que la plupart des personnes qui utilisent notre système de transport, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ont la capacité soit d'avoir de la monnaie, soit effectivement d'avoir un smartphone, soit d'avoir une carte bleue. Et donc, il n'y aura plus d'excuses, j'allais dire, au non-paiement, ce qui amènera derrière à des contrôles systématiques beaucoup plus faciles, j'allais dire, dans la discussion avec notre délégataire, pour assurer effectivement que toutes les personnes qui sont à bord payent bien, tout simplement. Ce qui pourra peut-être chasser un certain public qui aujourd'hui s'est habitué. Je ne vais pas vous mentir, on a aussi un problème sans s'attaquer à notre délégataire en le disant. On a aussi un autre problème, c'est que nos valideurs actuels sont HS. Globalement, sur une partie d'entre eux, on avait un certain nombre d'endroits, malgré les 3 900 000 validations, on a un certain nombre de lignes sur le réseau où nos valideurs devaient de tous les cas être retravaillés. Donc, il y avait beaucoup d'excuses à au non-paiement ou à la non-validation aujourd'hui. Demain, il n'y en aura plus, avec à la fois le renouvellement de tous les valideurs et de l'autre côté, effectivement, ce système n'a pas de paiement. La machine ne marche pas, je ne paye pas, quoi. Ça peut faire partie des discussions qu'on peut avoir dans le quotidien. Hein. Quand vous discutez avec les habitants au quotidien, vous avez parfois des gens qui vous avouent que leurs enfants n'ont pas payé par habitude parce que soit le matériel ne fonctionne pas, soit eux-mêmes n'ont pas la carte, n'ont pas ci, n'ont pas ça. Et voilà, il y a une justification presque de bon sens qui parfois arrive dans la discussion. Là, aujourd'hui, effectivement, on se donne toutes les chances d'avoir les personnes qui sont sur nos lignes qui ont validé et je me permets aussi qui ont fait rentrer l'argent parce que je me permets aussi de dire que on a un enjeu avec les élus aussi d'un service public qui fonctionne et l'enjeu de ce service public aussi c'est l'équilibre financier comme notre délégataire. Laurent Courget, vous représentez donc CubaPay. On va parler de 3 clients qui utilisent cette même configuration aujourd'hui. Le Grand Besançon Métropole, Cap-Cotentin et Palmbus. Effectivement, je vais mettre en avant ces 3 réseaux qui sont des projets de modernisation billettique. On fait le choix de moderniser à nos côtés, qui étaient déjà équipés en billettique Cuba, plutôt que de renouveler l'intégralité du système. Donc l'avantage, effectivement, c'est une remise à neuf du réseau, comme ça a été expliqué par Monsieur le Président. Donc on remet à nouveau les valideurs en ajoutant des nouvelles fonctionnalités, notamment des nouveaux services pour les usagers, l'open payment, donc la validation par carte bancaire, l'application mobile, également notamment sur Palmbus, le réseau de Cannes,
où on est en interaction avec un système. Donc ces trois réseaux, on fait ce choix-là maintenant il y a quelques années de modernisation. On a une économie d'échelle plutôt qu'un renouvellement complet. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant d'un point de vue budgétaire. C'est intéressant d'un point de vue écologique, puisqu'on capitalise sur les installations existantes. On réutilise une partie du matériel, notamment à bord, les pupitres conducteurs, les valideurs, tous les câbles qui sont dans les véhicules. Et puis, ça permet vraiment de remettre un coup de neuf à la solution et on repart pour une dizaine d'années sur un système billettique avec des usagers qui sont en croissance, en tout cas sur ces trois réseaux. Avant de passer à une démonstration, le président parlait un instant de rétro-planning. On se projetait sur la rentrée. Est-ce que ce rétro-planning tient à jour? Oui, bien sûr. On est actuellement en pleine phase de test avec les équipes délégataires Keolis. Donc, on est dans leurs locaux cette semaine. L'équipe projet est présente avec moi, notamment pilotée par Emmanuel Grenot. Donc, les choses avancent bien, se déroulent bien. Et on est aujourd'hui sur une mise en service qui est prévue pour juin, avec une date de lancement de l'open payment dans le même timing. Emmanuel, tu me corriges si je me trompe, mais on est sur ce schéma-là, on a reparlé ensemble. Oui, aujourd'hui, le sujet avance bien et avant l'été, voilà, les utilisateurs du réseau Tembo auront l'opportunité de bénéficier d'une billettique opérationnelle et de nouvelle génération. Et l'enjeu, je me permets de le rajouter, c'est qu'effectivement, au mois de juin, au moment où il y a les inscriptions, notamment pour la rentrée scolaire, nous ayons l'ensemble de la charte d'identité numérique du TEMO qui puisse être valable en même temps que le système Cuba et un centre système qui est évoqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez qu'on a changé de nom depuis maintenant plus d'un an et demi. On est passé de SMITU à TEMO. On a créé la marque TEMOB. On fait la chasse à la marque Citeline qui crée encore le brouillage auprès de la population. L'objectif maintenant, c'est de passer à la vitesse supérieure à partir du mois de juin et d'avoir une identité avec une seule interface où on peut tout avoir. À la fois Pisae. Pisae n'existera plus sur sa propre application. Et derrière, on aura effectivement Pisae intégré dans le système de l'application en question, ainsi qu'effectivement la capacité d'avoir l'abonnement. On a voulu désolé de faire de la pub, notre petite Île-de-France mobilité. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu qu'on a voulu, c'est quelque chose de simple, d'efficace, où on a l'itinéraire, la capacité de prendre son abonnement, son ticket et également tout le reste. Merci, Président. On se fait une petite démo? Oui, effectivement. Donc, simplement pour illustrer, on a la chance dans notre domaine d'avoir des éléments assez concrets. Donc, on a ici un valideur du réseau Tembo qui a été reconditionné, notamment pour ajouter le lecteur optique en dessous pour valider l'application mobile, le fameux QR code. Et puis, on a la possibilité donc de valider par carte bancaire. Donc, très concrètement, en fait, un usager n'a plus besoin d'acheter son titre de transport, comme je l'ai dit. Il monte à bord du véhicule avec sa carte bancaire ou avec son smartphone et il présente directement son support ici, au niveau du valideur. Et là, dès lors, ma carte bancaire devient mon titre de transport. Donc, ça permet, en cas de contrôle, de présenter sa carte bancaire. Aucune donnée sensible n'est conservée dans le valideur, aucune donnée sensible n'est transférée. Tout ceci est normé, il y a des règles de sécurité. On travaille en partenariat avec une banque française, qui est la Banque Postale, pour réaliser toute la transaction du flux monétique. Donc ça sera disponible à l'été. Et de fait, effectivement, il y a plusieurs avantages directs, très concrets. D'une part, on allège la caisse conducteur, on joue sur la sécurité du conducteur, le risque par rapport à ça. On augmente la vitesse commerciale et on simplifie l'accès au transport public. Donc, Question, est-ce qu'on n'a pas la possibilité de payer sans contact? On peut faire un code ou pas sur l'écran? Il n'y a pas besoin de faire de code dans le cadre. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin de faire de code. On peut voyager à plusieurs. Si je revalide ma carte, mais j'ai peut-être dépassé le temps imparti, mais si on est avec deux accompagnants et qu'on représente sa carte une deuxième fois, j'ai dépassé le temps, mais on a un écran qui nous permet de saisir le nombre d'accompagnants pour permettre à une famille, par exemple, de à bord à l'aide d'une seule carte bancaire. Je pense à un autre détail, mais je ne sais pas si ça existe sur ce produit. Est-ce que demain, on peut imaginer, avant de pouvoir badger son titre de transport, avoir sur cet écran un instant pub, un instant annonceur, une mise en avant d'un produit, d'un partenaire? Est-ce que c'est envisageable ou pas? Oui, aujourd'hui, les écrans sont personnalisés, personnalisables, notamment en phase d'études. On définit les visuels. Mais effectivement, c'est tout à fait possible. On a déjà fait par le passé des expérimentations pour afficher certains messages au choix en fonction de l'arrêt, pour mettre en avant. Ça peut être un événement même, hein, c'est un événement qui va se produire. C'est un site culturel Ouais. à proximité. Je trouve que oui, c'est intéressant, qui peut être utilisé. Et puis, on a ici amené également des équipements portatifs
qui seront utilisés, qui sont renouvelés dans le cadre du projet, notamment pour les équipes de contrôle, les dépositaires et les portables les TAD, pardon, pour équiper à neuf donc, cette population. Donc les contrôleurs auront un nouveau système de contrôle? Effectivement, ça sera ce système-là, c'est un équipement tout en un qui intègre donc, toutes les fonctions de contrôle pour les cartes traditionnelles, les cartes bancaires, bien entendu, les smartphones, et également donc, l'application mobile qui pourra être contrôlée, qui sera imitée par un seul système. Laurent Congé, merci d'avoir été avec nous. J'en profite pour saluer Emmanuel Grenot également avec nous. J'en profite pour saluer également Hicham Abichou qui vous ont accompagné et Arnaud Delcroix qui vous ont accompagné sur ce beau projet. Je vous propose maintenant de partir du côté de l'Instant Système et c'est Alexandre Chassin qui va prendre le relais pour nous parler de cette application Temo, une application 2.0 novatrice dans l'air du temps. Vous l'avez développée, vous êtes peut-être encore en train de la développer puisque je crois qu'une application ne cesse d'être renouvelée, d'être mise au goût du jour, d'être améliorée. Le président en parlait d'ailleurs à l'instant, c'est qu'on est sans cesse en train d'essayer de faire avancer la machine en y voyant les points négatifs, positifs, les points d'amélioration. Comment avez-vous développé cette application? Qui êtes-vous? Quelle est cette société? Et présentez-nous un peu cet univers. Merci, bonjour à tous, c'est une très belle introduction. Donc, je m'appelle Alexandre et je suis représentant de la société Instant System aujourd'hui pour vous présenter un projet qu'on va appeler de refonte d'informations voyageurs numériques digitales. Un projet aussi, certains d'entre vous peut-être connaissent le mot MAS, c'est un terme anglais, Mobility as a Service, qui veut dire justement rassembler l'ensemble des services de mobilité dans une seule et même plateforme. L'idée, c'est que pour un utilisateur, un usager du réseau Temo, ce soit la seule interface qu'il ait besoin d'avoir, son application mobile ou son site internet Temo, pour retrouver l'ensemble des services de mobilité, l'ensemble des informations, ainsi que la partie achat et réservation de ces services-là. Donc c'est un peu sur le projet sur lequel on travaille. Nous, à Instant System, on est spécialisé vraiment dans ces sujets-là. On fait que ça aujourd'hui. On a à peu près 100 clients en France qui nous font confiance, que ce soit des très gros projets. On parlait de l'application Île-de-France Mobilité. On réalise aujourd'hui l'application Île-de-France Mobilité. Donc, on pourra réaliser une petite version de l'application Île-de-France Mobilité. Dans la région de Grand Est, vous connaissez peut-être l'application Fluo qu'on réalise également. Donc, voilà, on a des gros projets. On travaille aussi avec de nombreuses agglomérations de réseaux de transport sur les sujets que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous propose, Alexandre, de rentrer directement dans le vif du sujet. On nous parle de l'application Temo. Présentez-nous un peu cette application. Le périmètre, il y a un petit slide pour vous présenter cette application sur laquelle on travaille déjà depuis plusieurs mois. Donc l'idée de cette application mobile, c'est que ça va être l'application Temo, c'est l'application officielle du réseau de transport que les utilisateurs vont pouvoir retrouver directement sur les stores Android et iOS. C'est gratuit, tout le monde peut la télécharger. Elle est chartée, enfin c'est la charte graphique du réseau Temo. Instant System, on n'apparaît pas, c'est l'application Temo. Et l'idée avec cette application, une fois que je l'ai téléchargée, c'est que je suis géolocalisé sur place en tant qu'utilisateur. Je retrouve ma position sur une carte et je visualise aussi les services qui sont autour de moi. Donc que ce soit les arrêts de bus, que ce soit des arceaux vélo pour y poser mon vélo, que ce soit la gare SNCF. Ça peut être plein d'autres services également qui apparaissent sur la carte. Je peux venir cliquer sur mon arrêt de bus pour retrouver les prochains départs en temps réel à l'arrêt. On parlait de Pisae tout à l'heure. Effectivement, Pisae va continuer à exister, mais cette fois-ci un petit peu plus en arrière. L'application Pisae va être remplacée par l'application officielle Temo. Mais nous, on va venir se brancher à leur système pour récupérer l'ensemble de ces informations-là et les faire apparaître dans l'application. Donc, on va également avoir une recherche d'itinéraire que l'on va mettre en place qui va prendre en compte l'ensemble des services. Donc, ça va être le réseau de bus, mais ça peut être également le service de transport à la demande, ça va être l'offre SNCF à la gare pour proposer de l'intermodalité avec les TER de la région. Donc, l'idée, c'est que vraiment, je fais une recherche d'itinéraire du point A au point B et on me propose l'ensemble des possibilités. Je choisis le trajet que je souhaite effectuer et derrière, l'intérêt, c'est qu'on puisse également acheter le titre qui va avec ce déplacement. Donc c'est pour ça que c'était très bien que Laurent présente avant moi, parce que voilà, vous comprenez le système, nous on va se brancher à Cuba pour que dans l'application du Temo, vous puissiez également acheter des titres de transport. Vous allez avoir donc, ce qu'on appelle une gamme tarifaire, les différents titres qui sont disponibles, vous les achetez, vous avez un portefeuille de titres qui peut en comprendre plusieurs, vous les sélectionnez, il y a un QR code qui apparaît sur le téléphone que vous pouvez passer sur ce valideur pour le valider.
Si demain Temo devait développer d'autres systèmes de communication, je pense par exemple à des bornes de recharge de téléphone mobile ou des bornes de vélo, par exemple à la demande, etc. Tous ces systèmes annexes ou connexes même pourraient être connectés directement à cette application. Le visiteur se connecte à l'appli et autour de lui, il pourrait visualiser l'ensemble de ces dispositifs. Ou des P+R, par exemple. Effectivement, le lien avec un P+R, ça pourrait effectivement être l'une des questions. Complètement. Non. Nous, l'idée, c'est qu'on est intégrateur de systèmes. Donc, souvent, il y a quelqu'un derrière, un système qui est mis en place qui, par exemple, pour les bornes de recharge électrique ou qui gère les P+R pour avoir la disponibilité dans les parkings. Donc, il y a ce système qui est en place et nous, on est intégrateur, on va se brancher en fait avec ce système-là. Donc, l'idée, c'est que quand il y a une donnée qui est disponible, nous, on va la récupérer pour l'afficher sur cette application mobile. Donc, Alors, on parle de l'application mobile, mais on va se pencher aussi peut-être sur le site internet. exactement. Donc, il y a cette application mobile qui sera mise en place. Il y a également un site internet qui va sortir, donc le site officiel Temo, qui sortira prochainement. Il y a deux grandes parties à ce site internet. Une partie vraiment information utilisateur et ainsi ce que vous avez à la droite, c'est une cartographie interactive. Nous, on voulait vraiment en fait que pour l'utilisateur qui se retrouve sur l'application mobile ou qui se retrouve sur le web, sur le site internet, il retrouve les mêmes services, il retrouve les mêmes fonctionnalités et surtout les mêmes résultats quand il fait une recherche d'itinéraire. Et donc, vous allez avoir vraiment la même chose. Sur la partie gauche, vous pouvez effectuer une recherche d'itinéraire, retrouver les perturbations qui sont présentes sur le réseau. Nous, on veut vraiment en fait mettre le temps réel du réseau en avant. En fait, l'idée, c'est que pour un utilisateur, ce qui le rassure, c'est de savoir que le bus il passe dans 3 minutes. C'est encore mieux s'il peut voir le véhicule qui se déplace sur la ligne. C'est encore mieux s'il a des notifications sur son téléphone quand il y a une perturbation sur la ligne qu'il prend tous les jours. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on rassemble tout ça dans ces outils-là. On le voit, tout un chacun, nous avons tendance à acheter en ligne, à aller sur des réseaux qui sont plutôt simples d'accès, je pense à Amazon et d'autres. Aujourd'hui, vous avez imaginé peut-être une boutique en ligne qui serait un peu dans cet esprit-là, facile d'accès, facile d'utilisation, qui soit à la fois ludique, interactive. Exactement. Donc, dans ce projet, c'est la troisième partie, c'est la réalisation d'une boutique en ligne. Donc là, encore une fois, on va se tourner vers Cuba, on va se brancher à leur système pour permettre l'achat de cartes de transport et le rechargement de cartes de transport. On appelle ça une boutique en ligne parce que c'est des actions que vous pouvez classiquement faire dans une boutique physique sur le territoire. Mais l'idée, c'est que là, vous êtes chez vous, vous vous connectez. Il y a un compte utilisateur qui d'ailleurs sera unique sur la boutique en ligne, sur le site internet et sur l'application mobile. Ce sera un compte Temo, on va dire, pour les usagers. Et en tant qu'utilisateur, je commande ma carte de transport directement sur cette boutique en ligne. Je recharge mes cartes de transport. Je peux, en tant que parent, avoir les cartes de mes enfants et m'occuper du rechargement de leurs cartes directement aussi à travers cette boutique en ligne. L'idée, voilà, c'est de faciliter les achats à travers ces outils. Je reviens bien sûr sur ma question de base pour parler du dispositif que vous avez ici, mais la boutique en ligne peut nous permettre aussi de mettre des offres promotionnelles, des petits bonus qui permettront peut-être aussi de fidéliser nos visiteurs. Tout est envisageable. Après, c'est vraiment des outils aussi de marketing, de communication, que ce soit la boutique en ligne, que ce soit l'application mobile. Ça est aussi utilisé pour communiquer sur des événements qui peuvent avoir lieu sur le territoire. Donc, pourquoi pas. Alors, on va parler d'un exemple concret. On va parler du réseau Palmbus du côté de Cannes, où il fait peut-être un peu plus beau que chez nous en ce moment. Nous, on est basé dans le sud de la France, on est à Sophie Antipolis, donc je peux vous dire qu'il ne fait pas si beau que ça non plus en ce moment. Voilà, c'est une référence qu'on a en commun avec Cuba. Donc, c'est un projet qui va vraiment ressembler beaucoup à celui qui est disponible aujourd'hui à Cannes sur le réseau Palmbus. Et à Cannes, il y a quelques années maintenant, il y a 4-5 ans, ils avaient un petit peu les mêmes problématiques, c'est-à-dire diffuser de l'information temps réel sur le réseau et puis aussi faciliter les parcours d'achat. Les titres de transport. Et donc, on a lancé avec Palmbus une application d'information voyageurs dans laquelle vous pouvez acheter vos titres, un site internet, également le site officiel Palmbus, et puis une boutique en ligne. Et donc ça, c'est des outils qui sont aujourd'hui disponibles depuis plusieurs années, qui fonctionnent réellement. Vous pouvez aller à Cannes et les télécharger et acheter vos titres de transport. Donc, et d'ailleurs, un chiffre que je trouve assez intéressant, c'est que j'ai regardé là tout à l'heure, l'application a plus de 100 000 téléchargements et donc un usage assez important. Et ça fait à peu près 3-4 ans qu'elle est disponible.
Merci beaucoup en tout cas pour cette mise en avant. J'en profite pour saluer Philippe Kerber qui était avec nous ce soir. Merci également à toute l'équipe de CubeApay avec Emmanuel Grenaud. Merci également à Arnaud Delcroix, Laurent Courget, Hicham Mamichou qui nous ont accompagnés ce soir. Merci à l'équipe d'Instant Système, Alexandre Chassin que vous avez représenté ce soir. Et cher président, je vais vous laisser conclure cette partie d'ouverture qui nous a permis vraiment d'en voir un peu plus clair sur cet horizon, peut-être 2040. Oui, bien sûr, je tiens encore à remercier l'ensemble des intervenants qui sont venus ce soir. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui ont fait le déplacement. Je pense qu'il faut rester relativement humble par rapport aux présentations qui viennent d'être faites, pour une raison très simple, c'est que vous vous souvenez dans mon discours de l'an dernier, pour ceux qui étaient déjà présents, je vous disais qu'on était passé avec Pisae des années 2000 aux années 2010 dans la gestion de transport en commun. Là, je pense qu'avec ce qu'on vient de se présenter ce soir, on va peut-être passer un cap, et avec le matériel roulant, on va peut-être arriver en fin des années 2020. Il restera maintenant à construire l'avenir. Et je pense que ça va être un gros travail qui va continuer, j'en suis sûr, avec l'ensemble des membres de la gouvernance, avec l'ensemble des élus, avec l'ensemble des partenaires, que vous êtes toutes et tous, d'essayer de construire maintenant la mobilité de demain. Et je pense qu'on a fait le lien par l'inverse, puisqu'on commence par les perspectives récentes et on a commencé avec l'avenir et continuer avec les perspectives récentes. Je pense que ensuite, l'enjeu, ça va être de connecter tous les systèmes d'information, puisqu'on parle de système d'information et la donnée est clé. Aussi, pourquoi pas, avec la région, avec le Luxembourg. C'est l'enjeu du CERN, d'essayer de faire en sorte d'avoir ces mêmes interfaces pour le réseau fluo, pour les lignes transfrontalières. Et là, je pense qu'on arrêtera de perdre le client, parce que c'est effectivement l'un des sujets fondamentaux qu'on remarque sur ce réseau, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a plein de bonnes volontés de tout le monde, mais au final, on s'y perd quand on est usager, simple usager du transport en commun. Et je pense que ça va être l'un des travaux qui nous restera à faire dans les années et dans, j'espère pas les décennies, mais en tout cas les quelques années qui nous resteront. Merci beaucoup, Président. Merci aux équipes du TEMO également pour ce travail dans l'ombre qui nous a permis d'avancer sur ce projet évolutif. On le rappelle, c'est un projet évolutif. Merci à toutes et tous. On vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve donc dans quelques instants du côté d'un cocktail dînatoire qui vous est proposé. Merci encore. Excellente soirée. Je vous